Bonjour à tous et bienvenue dans Critique Ciné Ancienne Version numéro 8. Rien que le nom est difficile à épeler. Et je vais commencer directement avec les films que vous pourrez trouver dans cette présente chronique ou critique, 10 films donc, ou pour le coup 9. Le premier film est Véronica décide de mourir. Il est classé en genre psychologique, dramatique. Hmm, Bon, je n'ai pas envie d'en dire plus. Le second film est La guerre est déclarée. Il est classé en genre film français, drame, psychologique, comédie. Le troisième film est Exam. Il est classé en genre thriller psychologique, avec quelque part un aspect un petit peu fantastique. Le quatrième film est American Haunting. Il est classé en genre fantastique, fantastique épouvante. Le cinquième film est La Vache. C'est encore un film français. Il est classé en genre comédie, simplement une comédie. Le sixième film est Mon Roi. Il est classé en genre psychologique, dramatique. Le septième film est un français. Il est classé dans le genre drame psychologique. C'est pas simple des fois de trouver des étiquettes. Le huitième film est Le Grand Partage. Il est classé dans le genre dramatique, comédie dramatique. Et le neuvième film est Alive. Il est classé dans le genre musical, comédie, psychologique, dramatique. Voilà pour l'énumération des critiques ciné ancienne version numéro 8. Et donc à demain, si j'arrive encore à me tenir à ce petit rythme. Donc eh bien à demain, merci à vous et à bientôt. Le premier film est Véronica décide de mourir. Et de quoi ça parle? Eh bien, c'est une adaptation d'un roman de Paulo Coelho, très célèbre, le roman, l'écrivain également. On découvre Véronica, elle est en train d'écrire une lettre, elle est en train de dire des choses. Elle dit qu'elle a tout pour être heureuse, ou en tout cas qu'elle pourrait avoir tout pour être heureuse, qu'elle est relativement belle, qu'elle est relativement intelligente, qu'elle pourrait faire un beau métier, qu'elle pourrait avoir de beaux enfants, qu'elle pourrait être reconnue dans la société, qu'elle a plein de potentiel devant elle, mais qu'en même temps, la vie de ses parents ne la séduit pas vraiment, qu'en même temps, elle ne trouve pas que la vie des autres est formidable, qu'elle ne comprend pas réellement le sens de la vie ou le sens de sa vie, mais plus globalement, elle en fait une espèce de portée métaphysique, et je pourrais dire qu'elle parle du sens de la vie. Elle ne comprend pas le sens de la vie, elle le décrit, elle l'écrit, elle le dit, puisque Véronica a décidé de mourir. Et donc elle va prendre des cachets, et elle va attendre la mort. Malheureusement pour elle, la mort avait rendez-vous ailleurs, et elle ne s'est pas présentée. Et Véronica se réveille dans un hôpital général dans un premier temps, je pense, où elle est dans le coma, elle était un petit peu dans le coma, puis elle se réveille, et très vite, elle va se retrouver dans une structure hospitalière psychiatrique. Parce qu'évidemment, elle a voulu mettre fin à ses jours, parce qu'il faut comprendre pourquoi. Et dans cette clinique, avec un médecin psychiatre très bienveillant, très humaniste, elle va justement chercher à comprendre, enfin, elle, pas nécessairement, elle ne sera pas intéressée par cet aspect-là, mais les médecins, et ce médecin en l'occurrence, va l'aider à comprendre pourquoi peut-être une aussi jolie jeune femme, une aussi brillante jeune femme, il va comprendre assez vite qu'elle est intelligente, qu'elle est douée, par exemple, elle adorait le piano. Pourquoi en parler au passé? Elle adore le piano. Pourquoi met-elle cette passion de côté? Eh bien, finalement, dans cet endroit un peu spécial, qui est un hôpital psy, elle va apprendre à se reconstruire. C'est le type de film qu'on pourrait conseiller à des personnes qui vont mal. J'avais fait, à l'époque de ma fin de chaîne, une vidéo assez importante sur la psychiatrie, où je parlais de la nécessité, dans certains cas, d'aller en clinique, ou même dans un hôpital, que c'était mieux que de se foutre en l'air. Et grâce à ça, une amie avait été dans une structure où elle a été beaucoup mieux par la suite. Véronica a besoin de se poser, elle a besoin de réfléchir sur elle-même, elle a besoin d'être mise face à toutes ces contradictions, pour mieux repartir, un petit peu comme un oiseau mazouté qui aurait du mal à reprendre son envol. Et bien là, dans cette structure, elle va avoir le temps de réfléchir, de se poser, et peut-être potentiellement de reprendre son envol. Donc j'ai bien aimé ce film, et je vais donc donner ma conclusion. Côté verso donc, Véronica décide de mourir est un film sensible, positif, plein d'espoir et d'émotion, et c'est un film inspirant.
Le prochain film est La guerre est déclarée. Et de quoi ça nous parle? Eh bien, ça nous parle d'un couple. Alors, désolé, c'est Roméo et Juliette. C'est comme ça que Valérie Donzelli, la réalisatrice, a voulu les nommer. Je sais pas pourquoi, je n'ai pas le souvenir qu'il y a un historique par rapport à Shakespeare, ou une référence réellement. Ils s'appellent Roméo et Juliette. Ils vont avoir un enfant qui va s'appeler Adam, là encore on est dans la cliché, mais peu importe, parce que le film est intéressant et qu'il est bon. Ce sont des jeunes parents, c'est leur premier enfant, il y a des inquiétudes, il y a le bonheur, on retrouve un petit peu tout ce qu'on trouve dans Un heureux événement. Ils passent par toutes ces phases-là, et puis l'enfant paraît, et puis c'est le plus beau jour de leur vie. Seulement voilà, Adam a quelques problèmes, ils vont le comprendre lors d'une visite médicale, où un médecin va examiner Adam et va comprendre qu'il n'a pas de réaction normale. Et elle va leur donner un diagnostic, il a une maladie. Je ne sais plus laquelle réellement, mais Adam a une maladie importante. Et ce jeune couple, plutôt que de se déchirer, plutôt que de pleurer, même si évidemment ils vont passer par toutes ces émotions et c'est tout à fait normal, vont estimer que la guerre est déclarée. Que la guerre à la maladie est déclarée, que la guerre à la morosité est déclarée, et qu'eux ne veulent pas baisser les armes. Et qu'ensemble, ils sont aimés tellement fort qu'ils ont pu avoir Adam, alors que certainement ils pourront aller au bout et vaincre la maladie, parce qu'ils n'ont pas peur de la maladie, parce qu'ils sont plus forts que ça, parce que leur amour est tellement fort qu'ils n'ont peur de rien. Et je vais donner ma conclusion, parce que finalement, pas besoin d'en dire beaucoup plus. Je veux garder des surprises. Je vais donc donner ma conclusion. Côté Verseau, La guerre est déclarée est une brillante ode à l'amour, un film lumineux, une œuvre sensible, mais qui par sa justesse d'écriture, parvient à rester obstinément positif. Le prochain film est Exam, et de quoi ça parle? Eh bien, ça parle de 8 candidats qui ont été sélectionnés. Ils ont atteint le dernier stade de sélection afin de rejoindre une mystérieuse mais très puissante entreprise. Quelque chose qu'on pourrait évaluer comme Facebook ou autre, enfin vraiment un truc qui fait rêver. Ils sont donc réunis dans le stade d'examen. Les 8 ne se connaissent pas. Ils sont tous très différents. Et on va leur donner un seul objectif, un seul devoir en quelque sorte. Ils ont 80 minutes pour répondre à une simple question. Ils ont 3 règles à respecter pour ne pas être disqualifiés. Ils ne doivent pas parler au surveillant. Il y a un surveillant qui est là. Ils ne doivent absolument pas lui parler. Ils ne doivent pas gaspiller leurs feuilles. Et troisièmement, ils ne doivent pas sortir de la salle. Le problème de ce film, c'est qu'ils n'ont tout simplement pas la question. Et qu'ils vont devoir réfléchir non pas aux réponses, mais à la question. Et quelle claque que ce film. Étonnamment, il peut faire penser un petit peu à Saw. Alors évidemment, dans Saw, je pense que vous avez tous vu Saw. C'est assez violent, mais ils ont des énigmes à résoudre, ils doivent comprendre qui ils sont par rapport... Enfin voilà, ils ont tous un rôle à jouer. Eh bien, ce film m'a fait un petit peu penser à Saw, même s'il est moins... on n'est pas sur un classique fantastique, épouvante horreur, on est plus dans quelque chose de cérébral. Néanmoins, c'est super bien écrit. C'est un petit film, Exam, quelque part, mais tous ceux qui l'ont vu l'ont adulé, l'ont adoré. Je ne sais pas ce que le réalisateur par la suite a fait. C'est vraiment surprenant comme œuvre, c'est dense, on est pris du début à la fin, c'est formidablement bien écrit, ça fait partie d'un de mes coups de cœur. Enfin voilà, vous pouvez même trouver le film sur YouTube si vous voulez, il n'est pas en très bonne qualité, mais il est dispo sur YouTube. C'est un film qui mérite très largement d'être réévalué et donc je voulais vous en parler. Le film, c'est Exam, et je vais donner ma conclusion. Côté Verseau, Exam est un thriller psychologique audacieux, qui bénéficie d'un casting excellent, avec une écriture qui ose prendre des risques, et c'est une œuvre trop méconnue. Le prochain film est American Haunting, et de quoi ça parle? Eh bien, nous sommes en 1817, on est dans la famille Bell, et la jeune fille de cette famille, qui se nomme Betsy, qui a environ 16 ou 17 ans, qui est une adolescente, et depuis un certain temps possédée. C'est-à-dire que ça a commencé progressivement, et finalement, elle est possédée, à une heure précise, quelque chose ou quelqu'un prend possession d'elle. Évidemment, au début, elle est la seule à le vivre, et puis progressivement, ses parents le voient aussi. Ils vont tenter d'œuvrer contre le mal,
Donc, ils vont penser à une séance d'exorcisme, ils vont faire appel à un prêtre qui va constater effectivement qu'il y a bien possession, il va avoir un phénomène. Malheureusement, quoi qu'ils fassent, ils n'arriveront pas à se débarrasser de cette emprise maléfique et les choses vont même aller en grandissant. C'est-à-dire que la jeune fille va de plus en plus posséder, elle va être de plus en plus agressive, s'en prenant à ses parents avec violence. Ils vont devoir chercher ailleurs, essayer de comprendre pourquoi, parce que finalement ils n'ont pas de raison. Pourquoi est-ce que Betsy est possédée? Pourquoi est-ce que c'est dans cette famille-là, dans cette maison-là? Et on comprendra par des espèces de flashbacks qu'il y a toute une histoire liée à ce phénomène. Et je crois que réellement, dans la réalité des faits, la famille Bell a été rattachée à des phénomènes de sorcellerie. Je crois qu'il y a une légende urbaine qui parle de la famille Bell et d'une histoire de sorcellerie. Et bien ce film, American Haunting, nous parle un petit peu de tous ces événements qui ont pu se passer pendant cette période. Au final, quelle claque que ce film! Parce que je n'en attendais rien, parce qu'il n'est pas connu, il est même complètement méconnu à mon sens. Pourtant, c'est un vrai film d'époque, et les décors sont bien institués, les acteurs sont excellents, le casting est très très bien choisi. C'est vraiment un film qui mériterait plus de visibilité, et c'est pourquoi moi j'ai voulu en parler, parce qu'il m'a fait peur, parce que les scènes de possession sont bien restituées, parce qu'en plus le scénario est complexe et qu'il est dense pour une œuvre comme ça. J'évite de donner trop d'éléments du film, mais il y aura une partie avant, il y aura une partie après, il y aura plein de choses importantes dans ce film. Donc pour une petite œuvre comme ça de cinéma trop méconnue, je tenais absolument à vous en parler. Le film c'est American Haunting, et je vais passer à ma conclusion. Côté verso, American Haunting est un film avec une ambiance incroyable, avec des décors géniaux, un scénario intéressant et complexe, et un casting de très bons choix. Le prochain film est La Vache, et de quoi ça parle? Eh bien, ça nous parle de Fata, qui est un petit paysan algérien, qui a deux passions, trois passions peut-être, qui a ses amis. Il a une bande d'amis au village qu'il aime beaucoup. Il a sa femme, et puis il a sa vache, qu'il prénomme Jacqueline. Avec Jacqueline, il a de grandes ambitions. Il a de grands rêves. Il voulait l'emmener à Paris, au salon de l'agriculture. Pour lui, c'est le summum. Il pense que Jacqueline mérite d'aller au salon de l'agriculture. Évidemment, ce n'est qu'un rêve, jusqu'au jour où il reçoit une invitation. Alors je ne sais plus pour quelle raison, mais il va recevoir une invitation qui lui demande, qui lui propose de venir à Paris, au salon de l'agriculture, pour présenter sa vache, Jacqueline. Elle a dû être sélectionnée par des photos, et puis ils ont estimé qu'elle était très belle, et donc ils veulent le voir, lui et sa vache, à Paris. Et donc, après bien des réflexions, bien des recommandations aussi de sa femme et de ses amis, Fata va décider avec sa vache de partir, de prendre le bateau direction Marseille, puis arriver à Marseille, comme il n'a pas d'autre moyen de locomotion, de marcher. Alors il va marcher évidemment longuement, puisque lui il doit aller à Paris, port de Versailles. Lors de ce voyage, il fera évidemment beaucoup de rencontres. Il va aller de surprise en surprise, il découvrira d'autres traditions, puisque lui il n'a jamais quitté son Algérie natale. Il y aura notamment un moment très drôle et très émouvant. Je vais vous dire simplement Coupe du Monde 98. Voilà, si vous voyez le film, vous verrez ce moment. Moi, personnellement, avec l'émotion du truc, j'ai versé ma petite larme, parce que c'est un truc qui rentrait dans notre inconscient collectif, et donc c'était très plaisant à ce moment-là du film de le voir, surtout dans le contexte du film, enfin voilà, c'était très agréable. Parce que La Vache, c'est un film qui fait du bien. Alors sur l'affiche, on se dit, ouais, ça va pas me plaire, ça va être cucu, ça va être Jamel Debbouze. Bon, moi, personnellement, il me fait pas beaucoup rire, mais il a un rôle très secondaire, et puis non, c'est agréable, c'est bien tourné, c'est plaisant. On ressort vraiment avec le sourire, c'est un espèce de feel-good movies. Donc feel-good movies, films qui font du bien. Eh bien, La Vache fait partie des films qui font du bien. Je pense qu'ils font du bien à tout le monde. Pour une fois, l'affiche ment pas vraiment, quoi. Irrésistible et émouvant, oui. Tendrement hilarant, effectivement. C'est drôle, c'est tendre. Je vous le recommande très vivement, c'est La Vache. Et je vais passer à ma conclusion. Côté verso, La Vache est un film tendre, drôle, un film qui ne joue pas sur les clichés, un film familial, il peut plaire à toute la famille, et c'est un très plaisant feel-good movies. Le prochain film est Mon Roi, et de quoi ça parle? Eh bien, ça me parle d'une jeune femme qui s'appelle Tony,
qui, lorsque commence le film, est dans un centre de rééducation après une grave chute de ski, donc elle est alitée. Évidemment, elle est dépendante du personnel médical, elle prend les antidouleurs. Et ce temps de passage à l'hôpital va lui permettre de se remémorer pourquoi elle en est là et qu'est-ce qui a déclenché ça, finalement. Et ce ça en question, c'est un homme qui se nomme Giorgio, qui est joué par Vincent Cassel, qui est charismatique, qui est beau, qui est tendre, qui est brutal, qui est déstabilisant. Il a un petit peu toutes les étiquettes, Giorgio. Et même nous, en tant que spectateurs, on le vit comme ça. On se dit que ce mec peut pas être le diable incarné, et pourtant, a priori, il l'est. Parce que ce film, même si ça n'a pas été vraiment développé, qui a été réalisé par Maïwenn, parle à mon sens des pervers narcissiques. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, mais à mon avis, mon roi et le personnage de Giorgio, c'est un manipulateur. Et donc, la jeune femme est prise dans son amour et dans son emprise, parce qu'au bout d'un moment, il n'y a plus d'amour. Au bout d'un moment, l'histoire, elle est finie. Sauf qu'il y a encore quelque chose d'elle qui l'aime. Une petite part, après, elle a vécu beaucoup de choses, mais malgré tout, Giorgio, c'est son roi, le nom du film Mon Roi. C'est-à-dire que même quand il s'est passé autant de choses, il reste un personnage charismatique, il reste l'homme avec qui il a partagé sa vie, et puis on se détache pas, on se dégage pas de quelqu'un comme ça, qui a une telle emprise. Donc ce film, à mon sens, c'était le meilleur moyen de parler des femmes qui subissent ce genre de choses. J'ai pas le souvenir que ce soit vraiment violent, mais il a cette forme de violence psychologique. Peut-être que oui, parfois. Mais l'absolu, c'est pas quelqu'un de diabolique, très loin de là. C'est pas, au contraire, il est beaucoup plus dangereux, beaucoup plus subtil, beaucoup plus nuancé. Et c'est ce qui fait du film Mon Roi une œuvre essentielle. Et je vais directement passer à ma conclusion. Parce que je crois que j'ai dit assez de choses, puis la bande-annonce sera en dessous. Côté verso, Mon Roi est un film qui a une justesse d'écriture de la part de Maïwenn, qui dispose d'un casting excellent avec notamment Vincent Cassel et Emmanuel Berco. C'est un film qui passe également un vrai message sur un sujet sensible. Et enfin, c'est une œuvre dense, brutale parfois, mais efficace. Le prochain film est un Français. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça nous parle d'un Français, patriote, nationaliste, néo-nazi. Ça nous parle d'un skinhead. Il trade avec sa bande de potes, il boit plus que de raison. À l'occasion, il cogne des Arabes et des Noirs. C'est un profond raciste. Il a peu d'empathie, voire pas d'empathie du tout. Il colle, à l'occasion, il tracte pour l'extrême droite. Bref, son passé est douteux, son présent ne présente pas beaucoup de perspectives d'avenir. Jusqu'au jour où il va se passer quelque chose. Il va y avoir une situation qui va l'amener à penser autrement. Et j'ai pas envie d'en dire beaucoup plus. Là encore, j'ai envie que vous ayez une surprise. Alors, je précise que ce film est violent. Qu'il y aura des scènes vraiment violentes, mais que le film n'est pas nécessairement violent. Et que le message est ailleurs. Et que le message est plutôt positif, plutôt lumineux, plutôt plein d'espoir. Et que sans trop en dire, malgré tout, eh bien ça parle de l'histoire d'un homme, soit qui a un cœur qui change, ou qui se rend compte qu'il a un cœur qui bat, tout simplement. Et je vais passer à ma conclusion. Côté verso, donc, Un Français est un film très dur, mais pour mieux dénoncer certaines choses, montrer les travers. C'est donc à mon sens un film véritablement nécessaire, parce qu'il n'a pas vraiment sa place dans le paysage français audiovisuel actuel. Surtout en raison de sa mauvaise distribution. Le prochain film est Le Grand Partage. Et de quoi ça parle? Eh bien ça parle d'un hiver rigoureux, d'un hiver où il fait très froid, d'un hiver où il y a beaucoup de neige, d'un hiver qu'on n'a jamais connu, vraiment. Du coup, le gouvernement publie un décret qui va obliger tous les citoyens français, en tout cas ceux qui le peuvent, ceux qui ont des logements avec de nombreuses pièces, à accueillir chez eux pendant la vague de froid les gens qui seraient à la rue. Et bien voilà, vous avez telle ou telle place, on l'a mesurée, et bien du coup, vous pouvez loger 2 ou 3 personnes.
Et ce film va réveiller beaucoup de choses. Parce qu'au début, on a comme ça des personnages que je trouve bien écrits. La note spectateur est très mauvaise et la note presse est très mauvaise aussi. Et bien, je n'ai pas trouvé ce film cynique et je l'ai trouvé plutôt drôle. Je trouvais que les personnages étaient plutôt bien écrits. Et donc au début, on a quelqu'un comme ça qu'on pourrait assimiler au parti socialiste, pro-communiste, une jeune femme, toujours avec le drapeau, maintenant on pourrait dire la France insoumise, enfin voilà. C'est une pro-partisane de tout, elle défend l'immigration, elle défend l'immigrant, ça fait des années qu'elle est à la CGT. Et puis cet événement va révéler des choses en elle. Lorsqu'elle va voir des gens arriver chez elle, elle va avoir du mal à accepter cette situation. Et donc ça a créé plein de situations cocasses, et il y a une morale dans ce film, c'est que finalement, dans ce contexte, personne n'est vraiment heureux, ni les gens qui arrivent. Alors c'est peut-être pour ça que le film n'a pas plu, c'est qu'évidemment, vous voyez que quand je dis personne qui arrive, on peut penser à personne de l'immigration, donc migrants. Mais le film n'est pas sorti au moment, entre guillemets, de la vague de migrants. Je suis désolé du terme, mais c'est pas arrivé à ce moment-là, c'était pas, voilà, il n'y a pas vraiment de coïncidence. Et donc, dans ces personnes qui arrivent, bah, elles ne sont pas plus heureuses de se retrouver chez eux, comme ceux qui accueillent ne sont pas heureux non plus d'ouvrir leurs portes. Parce qu'en fait, un petit chez soi vaut mieux qu'un grand chez les autres. C'est une expression qui est assez vraie, qui veut dire qu'il vaut mieux avoir un tout petit truc, mais qui est bien à soi, où on peut mettre ses posters, où on peut mettre ses habitudes. Et là, en l'occurrence, il y a une jeune femme qui est d'une culture étrangère, et du coup, elle pourrait avoir envie de mettre des objets de chez elle, plutôt d'être dans un grand appartement bourgeois, où rien ne nous appartient vraiment, où on ne se retrouve pas. Et dans les deux cas, c'est vrai. Et bien que ce film pourrait sembler comme ça cynique, pourrait sembler juste grinçant, eh bien je l'ai trouvé plutôt drôle, et qu'il montre bien cette situation. Il dénonce une hypocrisie, et il n'y a pas besoin de la chercher très loin. Elle commence chez les partisans de la France insoumise, qui sont prêts à accueillir tout le monde, mais pas chez eux. Ou bien les gens de l'Élysée, qui sont prêts à accueillir tout le monde, mais pas dans le jardin de l'Élysée. Enfin bref, vous comprenez un petit peu le truc. Soyons honnêtes, personne n'a envie de recevoir chez soi une famille entière. Alors après, si on a 15 pièces, oui, mais quand on a juste une pièce en plus pour mettre, par exemple, vos meubles et autres, personne n'a envie. Eh bien, ce film, à mon sens, dénonce ça, cette hypocrisie. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, je dis que tout le monde doit avoir un toit, quelque part, et que d'essayer comme ça de justifier, comme à l'époque le gouvernement a vraiment voulu le faire, hein, en disant « prenez des migrants chez vous », mais qu'est-ce que vous faites, vous, pour les migrants? Vous parlez à des Français qui n'ont pas d'argent, ils ont du mal à boucler leur fin de mois, ils ont une chambre pour leur enfant, ce qui est normal. Vous leur demandez de prendre des gens chez eux, mais ils peuvent pas. Alors que vous, vous avez des maisons secondaires un peu partout, et vous ne le faites pas. Vous voyez, ce film, à mon sens, il dénonce plutôt cette hypocrisie, et je ne l'ai pas trouvé en ce sens cynique. Il démontre ça, il montre le tout du doigt, il démontre les préjugés qu'on a les uns sur les autres. Et sans ça, je le trouve intéressant. Et très loin des films comme À cœur ouvert ou autres, où c'est juste du cliché grossier. Moi, je trouve que les acteurs sont bons, je trouve que la trame scénaristique est intéressante. Je me suis bien marré, évidemment, c'est un humour un peu au vitriol quand même, hein. On rit de nous-mêmes en fait. Mais si je vous donne cette réflexion, c'est que moi-même j'ai pensé. C'est je me suis dit, on peut être comme ça, dire oui, effectivement, il faut. Il y a une espèce de caméra cachée comme ça. C'est légitime, c'est pas mal, c'est la nature qui est comme ça. Où des gens étaient dans la rue et on disait, seriez-vous prêt à adopter un migrant? Enfin, adopter. Ah, pas adopter, mais seriez-vous prêt à prendre chez vous un migrant? Tout le monde répondait oui. Vous seriez donc prêt à... Ah oui, oui, non, pas de problème, je suis quelqu'un de bienveillant, ça fait partie de ma nature. D'ailleurs, régulièrement, je vais à l'église. Vous n'avez pas de problème avec ça? Ah non, non, vraiment, je suis pour. Bah ça tombe bien, parce qu'ici, on a Fouad, qui justement sait pas où dormir ce soir, et du coup, on voulait vous demander s'il pouvait dormir chez vous. C'était pas un site raciste qu'il a fait, hein, c'est juste que c'est nous prendre à nos propres clichés, nos propres préjugés, et les personnes, dans leur grande majorité, ont répondu ah non, mais ce soir, je peux pas. Non, je disais ça comme ça, absolu, mais réellement, je peux pas. Et tant que vous n'oserez pas vous montrer du doigt en vous reconnaissant dans ce film, vous ne pourrez pas vraiment l'appréhender. Je pense que l'honnêteté serait de dire, bon, on est tous comme ça. Et ce film montre ça. Il montre cette famille un peu bobo. Il montre aussi ce père de famille qui, lui, était encore plus peut-être que sa femme et qui, du coup,
va se sensibiliser et devenir plus humain. Enfin voilà, je trouve pas que ce soit dans les clichés. Au contraire, il y a des gens qui étaient très ouverts et qui vont devenir ouvertement cons. Il y en a d'autres qui étaient plutôt cons et qui vont s'ouvrir aux autres. Enfin voilà, c'est un film qui a un espèce de mélange des genres pour exploser sur un truc encore plus, à la fin encore plus déjanté, quoi, quelque part. C'est une vraie caricature de personnage, et c'est une vraie galerie de personnages, à mon sens. Et je vais passer à ma conclusion. Côté verso, Le Grand Partage est un film qui dénonce l'hypocrisie ambiante en nous montrant comme des caricatures, qui a un humour satirique mais salvateur, avec une belle performance des acteurs, et un film qui arrive à être drôle malgré sa thématique plutôt complexe. Le prochain film est Alive, et autant dire qu'a priori je ne pensais pas qu'un jour il pourrait se retrouver dans mes critiques et dans les films que j'ai quelque part préférés. De quoi ça parle? Ça me parle d'Alex Meyer, qui est joué par Richard Anconina, qui est metteur en scène de comédie musicale, c'est-à-dire qu'il met en place des comédies musicales, mais en ce moment, c'est pas le top, en ce moment, il n'a pas l'inspiration, en ce moment, il n'a pas l'envie d'eux, parce qu'il est en train de se séparer de sa femme, et étant un grand romantique, un grand romanesque et un grand sensible, il n'arrive pas vraiment à élaborer de nouveaux projets. Donc son producteur qui l'apprécie va lui faire savoir, et il va dire que c'est plus possible, qu'il veut plus travailler avec lui, que c'est trop long, qu'il lui a accordé beaucoup de confiance, mais qu'à un moment, c'était plus possible. Je crois qu'il a 3 ans d'absence, donc il va dire c'est trop long, je peux pas. T'as beau être un ami, il faut que tu produises quelque chose, je peux plus te suivre. Sur ce projet-là, je ne peux plus. Alors Alex va mûrir son projet tout seul, il va s'entourer d'un ami, d'un bon ami à lui, et puis ils vont continuer un peu en secret, un peu en long comme ça des entrepôts, des garages, d'aller au bout du terme du projet qu'il a, même si évidemment ce n'est qu'un projet, parce qu'il aimerait par le biais de cette comédie musicale qu'il veut mettre en place, reconquérir pourquoi pas le cœur de sa femme. Et un jour, lors d'un casting, parce qu'évidemment il est obligé de choisir ses premiers rôles, le rôle de la jeune femme, c'est une comédie plutôt jeune, donc il y aura un jeune homme, une jeune femme, il va avoir un espèce de coup de cœur pour un jeune chanteur, qui va faire une performance où il va être ébloui, et il va se dire, lui, c'est mon chanteur, c'est lui que je veux. Euh, il est charismatique, il chante bien, il a un côté un peu ténébreux et certainement sensible, et donc Alex se reconnaît dans cet homme, dans ce jeune homme. Et c'est génial, le live. C'est un film complètement méconnu, c'est un film où je suis tombé dessus complètement par hasard, mais je me rends compte que quand même, dans les rôles, donc ceux qui vont être choisis, il y a Ginny Line, qui avait joué dans de nombreuses comédies musicales par la suite, voilà, qui a un nom connu de la comédie musicale, qui a une grande voix, et puis Maxime Nochi, je crois qu'il maintenant est dans Yodelis. À l'époque, il faisait une espèce de carrière solo, et il a une voix incroyable, et dedans, il y aura un morceau d'anthologie. Pour vous, mesdames, vous allez l'écouter, le mec, il est beau, le morceau, il parle à ce moment du film, c'est vraiment super beau. Du coup, c'est pas vraiment une comédie musicale, parce que ça se parle pas en permanence en chantant, mais il y aura beaucoup de chansons. C'est plutôt un film musical, et c'est un feel good movies, et c'est super bien foutu, et c'est français, et c'est trop méconnu. Et je vais passer à ma conclusion. Côté verso, Alive est un film plein d'émotions, un film musical, un film avec des mélodies superbes, un casting de premier choix, et un feel good movies complètement inespéré.